Bonjour à tous, merci de me laisser la parole sur ce sujet. On voit bien qu'on est dans un domaine qui est passionnant, ou qui passionne, disons. Et c'est vrai qu'on a une profession libérale, c'est vrai qu'on a une profession réglementée, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un code de déontologie, mais en fait, malgré tout, on s'aperçoit que ce nouveau code de déontologie qui a ouvert plein d'opportunités et qui a modifié un certain nombre de choses pour l'exercice au quotidien des vétérinaires, en fait, il y a un certain nombre de clarifications et c'est, je pense, l'objet de cette matinée. Je pense que c'est une bonne chose qu'on soit là ensemble par rapport à cela. On m'a demandé en préalable de clarifier quels étaient mes liens d'intérêt, mais les conflits d'intérêt que je pouvais avoir par rapport à ce court exposé que je vais avoir avec vous. J'ai 3 conflits d'intérêt. Le premier conflit d'intérêt que j'ai, c'est que premièrement, je suis vétérinaire. Et ça, c'est déjà un conflit d'intérêt parce que je pense que quand on est véto, forcément, on a un point de vue qui est un petit peu particulier par rapport au sujet qui nous préoccupe. Donc ça, c'est mon premier conflit d'intérêt. Mon deuxième conflit d'intérêt, c'est que je suis diplômé de Toulouse. Et ouais. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'un... Ben ouais. Il y en a forcément qui savent. Et ceux qui ne savent pas, ne serait-ce que pour le rappeler, je l'ai mis. Allez. Et troisième conflit d'intérêt, c'est que je travaille dans une société commerciale. C'est une société commerciale qui est également avec un fort ascendant vétérinaire, une forte connotation vétérinaire. Et est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Je pense que oui. Pour autant, c'est une force et une connaissance qui est vraiment très intéressante. Pour autant, dans tous les propos que je vais avoir à partir de maintenant, je ne parle pas au nom de ma société, mais je parle en mon nom propre et c'est vraiment important de le souligner. Voilà. Ah oui. Tout d'abord, je me suis dit une chose, c'est tout à l'heure, Michel, tu disais c'est important de s'intéresser aux usagers. On parle pas, tu dis, on parle pas de consommateurs. Je préfère parler de citoyens et d'usagers. Et je me suis dit, je vais m'intéresser à ce que pensent les usagers et les citoyens par rapport à ça. Donc je suis allé. La chose la plus simple, c'est d'aller sur Internet maintenant, quand même. Hein. Et donc je suis allé sur un forum et je dis, tiens, une clinique vétérinaire est-elle un commerce? Je me dis, ça y est, je vais avoir la solution. Je vais avoir un exposé relativement court par rapport à ça. Et je remercie Stéphane qui a posté ça là-dessus. Donc un gros souci pour lui. Il habite dans un immeuble. Jusqu'à présent, il y avait une boutique de souvenirs. Et puis un vétérinaire qui s'est installé à la place de la boutique de souvenirs. Il est vraiment très très gêné. Il y a les chiens qui aboient, ça fait du bruit, etc. Et donc, comme il est copropriétaire, il a lu le règlement de copropriété. Et puis, dans ce règlement de copropriété, on mentionne que dans l'immeuble, finalement, ça ne peut accueillir que des habitations ou des commerces. Et il dit, mais c'est pas possible parce que le vétérinaire, c'est pas un commerce, donc on va faire cesser ce genre de choses et ça va pas aller. Donc bon voilà, c'est juste un petit clin d'œil par rapport à ça, mais pour dire que cette notion de vétérinaire et commerce, ça peut intéresser quand même pas mal de gens pour autant. Plus clairement, et je m'aperçois d'une chose, c'est que les questions qui arrivent, et je m'en réjouis, amènent quand même ce qui, à mon sens, est le débat le plus important. On est dans un monde qui est en train d'évoluer, dans un monde qui est complètement changeant. L'environnement dans lequel la profession vétérinaire s'exerce aujourd'hui est un environnement qui change pour plein de raisons, et je voudrais vraiment les aborder, et on doit s'adapter. Et ce n'est pas forcément évident, et surtout que ça va relativement vite. Ça va relativement vite. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années à peu près, quand on voulait parler de l'activité commerciale du vétérinaire, on avait ce type de choses. J'ai retrouvé ce petit dessin charmant. Voilà, je place un cabinet vétérinaire rue Vaugirard, j'achète 30% des parts de la clinique de l'avenue Foch. Il y a une quinzaine d'années, c'était un petit peu de la science-fiction quelque part. Hein. Aujourd'hui, ça devient une réalité. Ça a mis du temps quand même. Hein. Et c'est lié également à l'arrivée du nouveau code de déontologie. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui arrive, c'est l'arrivée de tout ce qui tourne autour d'Internet. Et évidemment, ça change la donne. Et ça change la donne à toute vitesse, très 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 vite. Et la question qu'on peut se poser dès à présent, c'est qu'on a un code de déontologie qui est paru il y a peu de temps. Et est-ce que le temps qui va s'écouler jusqu'au nouveau code de déontologie, finalement, il ne devrait pas être raccourci compte tenu de la vitesse à laquelle l'environnement est en train de changer. Et cet environnement change, donc il y a... vous savez, je me souviens de discussions que j'ai eues avec des vétérinaires plus anciens qui me disaient, au début où j'exerçais, qui me disaient
Ouais, mais tu sais, de toute façon, c'est plus comme c'était, les bonnes périodes, c'est terminé, etc. Et on peut avoir également ce type de discours aujourd'hui. La question à se poser, c'est, OK, cet environnement change, on est aujourd'hui plutôt dans un environnement où tout va bien, et puis est-ce que l'environnement va nous emmener dans un paysage qui va être plutôt nuageux? Est-ce que vraiment il y a un risque à ce changement? C'est vraiment important. Ou est-ce que finalement il y a un rayon de soleil qui va arriver? Je pense qu'on est dans une profession qui a subi un certain nombre d'évolutions au fil des années. Et en fait, on a subi également un grand nombre de révolutions. Donc on est une profession où je pense qu'on est capable de réagir par rapport à ça, mais c'est à nous d'en décider. C'est à nous qui le sort de notre profession est entre nos mains. Il y a la profession, elle a beaucoup évolué. Bah, souvenez-vous, au début, profession vétérinaire, c'était quand on s'occupait des chevaux. Je vous ai retrouvé une super image d'un appareil à éthérisation utilisé chez les chevaux. Ça date de 1846, je crois, ou 47 sur le site. Donc au départ, la profession vétérinaire, elle s'intéressait majoritairement à la médecine des chevaux. On s'est intéressé aux chevaux. Puis ensuite, on s'est intéressé évidemment aux animaux de ferme, au bétail, etc. Puis aux chiens et aux chats. Et au début, moi j'ai un vadémécum qui date de début du siècle dernier, où on parle de la médecine des animaux de compagnie. On ne parle pas des animaux de compagnie, on parle de la médecine de luxe à cette époque-là. Hein. Et regardez un petit peu, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est la capacité d'adaptation des vétos à cette époque-là, qui avait finalement un système, un pas qui permettait justement de nourrir les animaux. Puis en fait, que ce soit sur une truie ou sur un chien, on pouvait utiliser le même appareil. C'est extraordinaire, moi je trouve. Quelle invention. Une autre révolution, beaucoup plus proche de nous quand même, dans les années 80, fin des années 80, est arrivé les aliments pour les chiens et les chats. Évidemment, c'est un sujet que je connais particulièrement bien, mais ça a été une révolution, une grande révolution. Au tout début, c'était surtout « je ne veux pas être un vendeur de croquettes ». C'était le grand message qu'on avait. Je pense qu'aujourd'hui, ce message, il est un petit peu passé. Il y a d'autres messages qui arrivent qui sont quand même intéressants pour autant. Tout a évolué. La technologie a évolué, les éléments qui nous permettent justement de travailler ont évolué, que ce soit dans la médecine canine ou dans la médecine rurale. On a aujourd'hui des équipements qui font que notre médecine a évolué, et c'est une bonne chose, évidemment. Mais autre chose a évolué. Une autre chose à évoluer, c'est dans l'environnement, ce sont nos clients. Nos clients ont aussi énormément évolué. L'exercice de la médecine vétérinaire en milieu rural a considérablement évolué sur les 30 dernières années. Aujourd'hui, on a des exploitations qui sont de plus en plus importantes, avec des exploitants agricoles qui sont formés, qui sont diplômés, qui ont une connaissance de l'animal qui n'était pas celle de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc c'est vrai qu'en tant que véto, la relation qu'on a avec justement ses clients, ça ne peut plus être la même que celle qu'on avait il y a 30, 40 ou 50 ans. C'est vrai en médecine rurale, c'est vrai également pour l'animal de compagnie. La position, le statut de l'animal de compagnie, l'animal enfant, c'est une réalité très très importante, et la place de cet animal, le statut d'animal enfant au sein des foyers, ça nous amène évidemment à avoir une position, une façon de travailler réellement différente. Et une exigence, un niveau d'exigence également de la part de ces propriétaires qui est important à considérer. Mais tout ça dans un univers concurrentiel. On en a parlé tout à l'heure, dans un univers concurrentiel, dans les pharmacies. Aujourd'hui, dans les pharmacies, et ça a évolué depuis déjà quand même plusieurs dizaines d'années, la vente de médicaments vétérinaires est une réalité, avec évidemment des outils, ou tout du moins une réglementation qui n'est pas forcément la même que la nôtre. C'est vrai dans les pharmacies, c'est vrai dans les animaleries, dans les jardineries, et on parlait des APE, des API, etc. Et puis aujourd'hui, c'est vrai sur Internet, évidemment, et c'est pas prêt de s'arrêter, manifestement, quand on voit ce qui se passe, parce que ça nous dépasse quelque part. Les gros sites de vente sur Internet aujourd'hui ne sont pas des sites français, mais sont des sites qui sont basés à l'étranger. Donc on est dans un monde qui n'a pas de frontières. C'est vraiment un monde complètement européen. Je serais venu il y a une dizaine d'années vous parler de ça, on n'aurait pas parlé de la même façon. Et souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, il y a
une chose qui motivait la profession, qui réveillait la profession, ça a été vraiment un gros sujet de discussion, c'était la directive service. Vous vous souvenez, c'était il y a 10 ans, on disait, quand la directive service va se mettre en place, quand elle va se traduire dans les institutions françaises, ça va modifier de façon considérable l'activité. Et puis on prédisait qu'à partir du moment où ça se mettait en place, dans les 2 ans qui venaient, ça allait bouleverser l'activité, on allait voir des chaînes de cliniques comme on le voyait dans d'autres pays, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, etc. Les vets for pets, ça allait arriver. Ça allait être la révolution très rapide. Cette révolution, elle est en train d'arriver, mais on est 10 ans après, hein, ça a mis du temps quand même à arriver. Hein. Donc la réactivité qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe n'est pas forcément aussi évidente que ça, et ça ne va pas aussi vite qu'on l'aurait cru pour le coup. Donc clairement aujourd'hui, la révolution, elle est plutôt numérique. Nos clients sont évidemment postés sur Internet, postés sur des écrans, mais ce n'est pas nos clients, c'est nous. On est tous pareils, on est tous exactement de la même façon par rapport à ça. On a tous cette attitude par rapport à ça. Et la communauté européenne, l'Europe joue un rôle important. Évidemment, l'Europe, elle est là pour développer tout ce que peut faire le consommateur, pour développer le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est une des prérogatives importantes de la Commission européenne. Il y a 2 façons de développer le pouvoir d'achat des consommateurs. Vous pouvez augmenter les salaires. Ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps actuellement, je pense. Hein. Vous serez d'accord avec moi. L'autre façon de faire, c'est de diminuer les prix. Une bonne façon de diminuer le prix, c'est de mettre en concurrence, c'est de développer la concurrence. Et dans plein de domaines d'activité, évidemment, c'est ce qui se passe. On le voit et on est tous des consommateurs, quelque part, on est tous des citoyens usagers et on profite de cette situation-là. La numérisation, cette révolution technologique, ça va forcément avoir des effets positifs. La façon dont on travaille aujourd'hui, les outils connectés, les objets connectés, il y a des conférences qui ont lieu dans le cadre de ces 3 jours à Lille. Évidemment, ça va modifier la façon dont on va travailler et la façon dont on travaille aujourd'hui, ce ne sera pas forcément la même demain grâce aux objets connectés qui vont être à notre disposition. Ça modifie plein de choses également. Dr Google, quand on est en pratique quotidienne, c'est du quotidien. Parler avec vos ASV, elles sont confrontées avec ça. Évidemment, c'est le client qui vient en consultation et puis vous établissez un diagnostic et puis vous dites « Ah ben oui, c'est exactement ce que j'avais vu sur Internet ». Parce qu'évidemment, ils sont tous allés voir sur Internet auparavant. C'est comme s'ils venaient confirmer auprès du veto ce qui se trouve sur Internet. C'est normal. Et on fait tous la même chose. On fait tous la même chose. Nous aussi, on va sur Google. On est tous des consommateurs. On est tous des citoyens, des usagers. Donc c'est important. Et le développement du e-commerce qui est en train d'arriver, qui est en train de prendre une part importante. Aujourd'hui, ça concerne évidemment principalement les aliments, les APE, les API. Et demain, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la vente des autres médicaments? Si vous le savez, vous me le dites, hein, mais on peut penser que ça va se libéraliser de toute façon. Clairement, tout ça dans un contexte qui a changé également pour les structures. On a des structures qui sont de plus en plus importantes, donc des grosses structures qu'on n'avait pas auparavant, des multistructures. Merci le nouveau code de déontologie par rapport à ça. Donc un environnement qui change. Et ces structures qui sont importantes, évidemment, on est sur des structures de capitaux qui sont considérables. Donc beaucoup d'argent qui est investi, beaucoup de personnel également dans ces cliniques vétérinaires, et du coup des obligations, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que le vétérinaire il s'est transformé au fil des années en entrepreneur de l'entreprise clinique vétérinaire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. La profession a beaucoup évolué, ça a été très vite par rapport à ça. Et quand on est un entrepreneur, on doit jouer, on doit équilibrer les comptes, c'est quelque chose d'important. On a notre côté veto, ce qui est important, mais on a également ce côté de responsable d'entreprise, par rapport à la vie de l'entreprise et par rapport à tous les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est évidemment quelque chose qui compte. Donc, il faut suivre, on suit évidemment des bilans d'activité, c'est quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, cette notion de commerce? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans d'autres pays? Je suis allé voir un petit peu ce qui se passait et en fait on s'aperçoit qu'en fonction des pays d'Europe, au niveau de l'Europe, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qui se passe chez nous, quelque part. Vous avez des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, où il y a une très grande libéralisation dans la façon de faire et on peut la vente d'aliments, la vente de médicaments, la communication, la promotion, la publicité, tout ça c'est complètement ouvert.
Vous allez en Suède, également, il y a une grande ouverture par rapport à ça, sauf pour les médicaments. Pour le coup, là, on a quelque chose qui est très, très restreint au niveau des médicaments. Pour ce qui concerne la promotion, la communication aussi, dans beaucoup de pays, on a une grande ouverture de cela, qui est relativement importante. Évidemment, les réseaux sociaux sont en train de se développer dans tous les pays, et je pense que c'est important de le prendre en compte dans notre activité en tant que praticien dans les cliniques vétérinaires. Internet n'a pas de frontières, donc la problématique Internet, elle est partout dans tous les pays d'Europe. Et puis, les chaînes de cliniques, c'est évidemment quelque chose d'important, et vous avez notamment les groupes comme Anicura et Evidentia, qui sont des groupes de cliniques, des chaînes de cliniques qui viennent des pays scandinaves, qui sont en train d'arriver dans d'autres pays d'Europe, et notamment, je pense notamment aux Pays-Bas ou en Allemagne, où c'est en train de modifier la donne de façon relativement importante. Donc on est vraiment dans un environnement qui est en train de changer. Assurons-nous d'avoir tous les outils pour pouvoir réagir en tant que praticien par rapport à tout cela, pour faire en sorte que le paysage il soit bleu, que le ciel soit bleu, c'est quelque chose d'important, et puis qu'on puisse continuer à grimper la montagne par rapport à cela, parce que voilà, notre activité, elle est dépendante de cela. Et quand on parle est-ce que la profession peut s'exercer comme un commerce, moi j'ai tendance à dire oui, la profession peut s'exercer comme un commerce, avec tout le cadre qui a été défini tout à l'heure, qui me semble important. On vend des produits, moi je pense qu'on vend des produits, on vend des services également dans une clinique vétérinaire. On a cette activité-là. La question qui se pose, c'est que c'est important parce que ça doit dégager du profit, ça doit dégager des bénéfices pour la clinique. La clinique doit être profitable et c'est important qu'elle soit profitable parce que quand on dégage des bénéfices, ça permet de dégager de l'argent qui permet à la fois de faire vivre la structure, mais également d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire. Et on a vu que l'équipement des cliniques est de plus en plus important et ces équipements, ça coûte de l'argent. Du personnel, ça coûte de l'argent, mais ça permet de faire une meilleure médecine et je pense que la médecine que l'on propose aujourd'hui à nos clients, que ce soit des clients de médecine rurale ou de médecine canine, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant. C'est une très très bonne chose. Et quelque part, c'est un cercle vertueux qui s'installe et qui me semble pertinent et intéressant. Donc il ne faut pas perdre de vue ça et ne nous mettons pas de barrières par rapport à cela, à mon sens. Clairement, le profit, le bénéfice, c'est comme l'oxygène pour un organisme. Ça, c'est une molécule d'oxygène un petit peu stylisée quelque part. Donc clairement, voilà. En tant que véto, on est chef d'entreprise, de plus en plus chef d'entreprise. Dans le cadre de ce chef d'entreprise, on a des responsabilités. Les responsabilités, c'est que des responsabilités en termes de la qualité du service que l'on propose aux clients qui s'adressent à nous. C'est évidemment quelque chose d'important. On a une responsabilité en tant que du développement de l'entreprise, à s'assurer du développement de l'entreprise. On a une responsabilité également par rapport à toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, les différents personnels qui travaillent dans l'entreprise, à la fois pour leur rémunération, il faut assurer leur rémunération, il faut assurer leur bien-être, il faut assurer leur formation également, c'est évidemment quelque chose d'important. Et puis si on est là aujourd'hui, c'est ça, et la VAC joue un rôle très très important, et cette formation, elle joue un rôle important, donc il faut le prendre en compte. On a cette responsabilité-là. Et cette responsabilité-là, elle va au-delà de cela. Et ça me fait plaisir qu'à chaque fois que je viens ici, parce qu'il y a énormément d'étudiants vétérinaires dans ce congrès, il y en a de plus en plus, et on me rend compte même des étudiants qui sont en première année. Moi, quand j'étais à l'école, jamais ça me serait venu à l'idée de venir au congrès de la CNVSPA à cette époque-là, en première année ou en deuxième année. Même à l'école, on ne pensait pas à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, et je trouve ça très très bien. Mais les générations futures, elles peuvent être quand même relativement inquiètes de leur avenir, parce qu'elles ont décidé de faire vétérinaire sur la base de ce qui se passait jusqu'à présent, de la façon dont les cliniques sont organisées. Et avec cet environnement qui change très 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 rapidement, assurons-nous également que l'on leur donne un avenir qui soit conforme par rapport à leurs rêves ou par rapport aux idées qu'ils avaient, mais quelque chose qui soit conforme par rapport à ce que doit être la profession vétérinaire et ce qu'elle est jusqu'à présent de toute façon. Clairement, voilà, c'est ça pour moi, vétérinaire. Est-ce que la profession doit s'exercer comme un commerce, libéral commercial? On part à droite, on part à gauche, on va au milieu. Il y a pas, à mon avis, la question n'est pas à se poser quelque part. On est libéral, on a tous fait cette profession pour être indépendant, pour avoir une indépendance de jugement, et c'est quelque chose d'important. Et le mot d'indépendance, pour moi, c'est un mot très très fort quand on parle de profession libérale. Et même si je travaille en entreprise, je reste clairement libéral dans ma façon de travailler, dans ma façon de penser. C'est quelque chose d'important. Mais pour autant,
du fait de l'activité qu'on a, du fait de l'environnement concurrentiel dans lequel on travaille, du fait de cet environnement qui est en train de changer à toute vitesse. Il ne faut surtout pas se mettre de barrières par rapport à ça. Donc c'est vrai que ce terme, le vétérinaire ne peut pas exercer sa profession comme un commerce, il est clair, mais il n'est pas suffisamment clair pour autant. Et peut-être qu'on devrait avoir justement des éléments de clarification qui devraient être écrits, comme on a dans les textes des directives, pour clarifier justement cela, parce que c'est sujet à interprétation. Donc c'est vraiment important de le clarifier. Je voudrais terminer par une dernière chose qui me semble important. Quand on travaille, quand on est véto, ce qui me semble avant tout le plus important, c'est de s'assurer que quand on fait notre activité, on reste dans notre cœur de métier. C'est ça qui est fondamental. Et en fait, c'est ça. Ne pas exercer sa profession comme un commerce, c'est s'assurer qu'on reste dans notre cœur de métier. Et notre cœur de métier, c'est quoi? C'est d'assurer les soins aux animaux qui nous sont confiés, les chiens, les chats, le bétail, etc. C'est ça qui est important. Et j'ai en tête une phrase très très importante, et tout à l'heure on disait mais il faut se questionner à chaque fois par rapport à la notion d'éthique. J'aime bien cette idée-là. Et un jour, je me souviens d'une présentation qu'un véto, un Toulousain encore, hein, qui s'appelle Pierre Desnoyers, était venu faire, et il avait dit à chaque fois qu'on met en place une activité dans une clinique, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on met en place un projet, pour quoi que ce soit, on doit se poser 4 questions. Première question, est-ce que c'est bon pour l'animal? Est-ce que c'est bon pour l'animal? Deuxième question, est-ce que c'est bon pour le client, le propriétaire, l'éleveur, ce que je fais? Est-ce que c'est bon pour lui? Troisième question, est-ce que c'est bon pour l'équipe de la structure, l'équipe de la clinique? Et troisièmement, est-ce que c'est bon pour la structure? Je pense que la profession ne peut s'exercer comme un commerce. Il faut s'interroger par rapport à ça, et à chaque fois, on doit se questionner pour tout ce qu'on fait à la lumière de ce que j'ai mis ici. Voilà ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur ? Oui, merci pour ce débat que je trouve passionnant. Fabrice Toulon, je suis directeur de l'activité animaux de compagnie et chevaux chez Boehringer. Alors, c'est un débat intéressant. Je suis un peu en train de devenir schizophrène parce que je suis vétérinaire. Je fais du commerce avec des vétérinaires pour qu'ils ne fassent pas de commerce avec des médicaments vétérinaires qu'ils m'achètent pour les revendre. J'ai essayé de retrouver un petit peu mes petits. Je voulais surtout dire, quand cet article du Code de déontologie est sorti, j'ai été un petit peu choqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans mon sens, alors c'est peut-être une question de définition, mais les vétérinaires font du commerce tous les jours et pas qu'avec les biens. Et le petit Larousse inclut la vente de services dans la définition du commerce. La deuxième, c'est que je trouve la juxtaposition des deux parties de cet article un petit peu méprisante pour les gens qui font du commerce, parce qu'on a l'impression que faire du commerce, c'est forcément justifier son bénéfice personnel au détriment du client. Et pour moi, un bon commerçant, c'est un deal win-win où tout le monde est gagnant. Et je ne pense pas que les vétérinaires, dans leur commerce, le fassent au détriment de leurs clients, en tout cas pour la grande majorité. Et puis Michel en a parlé, et ça rejoint un petit peu les deux aspects. Il y a une grande évolution des pratiques, de la concurrence, concurrence accrue. Alors concurrence historique avec les pharmacies, qui est en train de s'activer avec les sites web. Le futur règlement européen risque de bouleverser vraiment la donne. Une pression commerciale, du coup, qui devient extrêmement forte. On voit l'importance que prennent les GIE à ce niveau-là. Et les GIE, c'est très clairement du commerce. Et pour moi, ça rend vraiment nécessaire une formation des confrères au commerce, parce qu'on a actuellement une déconnexion totale dans les structures de prix entre, je parle des médicaments vétérinaires, entre ce qui se fait chez le vétérinaire et ce qui se fait dans la concurrence du vétérinaire. La pharmacie, ça fait longtemps, les sites web maintenant, et ce qui va se passer avec la direction commerce. Et nos confrères, dans la grande majorité, ne comprennent pas cette déconnexion entre les prix parce qu'ils n'ont pas cette formation commerciale qui leur permet de comprendre cette structure de prix, et ça pose de véritables problèmes. Donc pour moi, il faut vraiment les préparer au commerce et les former à l'importance de faire du commerce et de faire du commerce proprement, intelligemment et éthiquement, et que ça va devenir vraiment une notion de survie dans les années à venir pour les confrères. On a longuement parlé de l'importance de la vente de médicaments dans certaines branches de la profession lors du débat sur l'antibiorésistance il n'y a pas très longtemps.
Merci, monsieur. Vous voulez répondre, monsieur Bossier? Quelques réponses. Je pense qu'en fait, les vétérinaires ont d'abord et avant tout besoin d'une formation juridique avant une formation commerciale. Je pense que je l'ai précisé quand je l'ai introduit, l'activité d'un commerçant n'est pas une activité contraire à l'honneur, bien entendu. Le commerçant est un citoyen parfaitement honorable. Il n'y a rien de méprisant à cela. C'est une entreprise tout à fait honorable. Je pense que la différence, effectivement, bien entendu, et je l'ai d'ailleurs dit, un commerçant qui fait du commerce sans éthique, à mon avis, il ne va pas faire de commerce très longtemps. Vous le savez très bien, on est tous d'accord là-dessus. La seule chose, c'est que la loi, la réglementation, les définitions, qui ne sont pas seulement nationales, qui viennent même de l'univers communautaire, disent les choses différemment. Donc, je comprends parfaitement, et je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Michel, mais je pense qu'il faut, c'est parfaitement, j'en suis d'accord avec l'esprit, mais pas d'accord avec la manière de le dire. On pourrait le dire si les vétérinaires n'étaient pas aussi vulnérables. Et les vétérinaires sont vulnérables par défaut de formation juridique. Finalement, personne ne sait ce qu'est une profession réglementée. Personne ne sait ce qu'est une profession libérale. Personne ne sait pourquoi il est soumis à un code de déontologie. Parce que ça nous a été sûrement insuffisamment enseigné. Et nous sommes vulnérables de par notre insuffisance de formation juridique. Donc, le message qui serait de dire « faites du commerce aux vétérinaires », ce serait un message, je dirais, totalement suicidaire pour la profession, qui est particulièrement vulnérable par son déficit de formation juridique au départ. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi, réagir à un petit mot de Michel. Là, tu as dit que le code de déontologie, est-ce qu'il n'était pas déjà en retard? Je dirais que par définition, un code, c'est toujours en retard. C'est toujours en retard parce que, si vous voulez, on est en train de travailler. Dès la publication du code de 2015, les travaux, j'ai mis un groupe de personnes à réfléchir sur le code d'après. Il va s'écouler 10 ans pour le faire. Un code, quand ça sort, mais c'est le cas de tous les codes. C'est le cas de tous les codes. Prenez l'ensemble c'est le cas du code pénal, c'est le cas du code civil, c'est le cas d'un ensemble de... C'est peut-être moins vrai pour le code civil, mais c'est vrai pour la majorité des codes. Un code, ça fixe dans le marbre, donc ça immobilise. On est dans une société qui va de plus en plus vite, qui va très très vite. C'est la société hypermoderne dont nous parlait Denis Avignon hier matin dans un autre atelier, avant-hier matin. Les choses vont très vite et en même temps, le code, il fige. Ça n'a pas que des inconvénients. Ça permet aussi, je dirais, de tirer un peu, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Voilà. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je pense que le temps est passé. On pourra peut-être y revenir dans la deuxième partie. D'ailleurs, vous aurez l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Monsieur, un autre commentaire ou une autre question? Et pour tous ceux qui seraient frustrés, évidemment, tout à l'heure, quand on aura appréhendé l'avis des clients, etc., on aura encore l'occasion d'aller plus loin dans cette discussion. Allez-y, je vous en prie. Tout d'abord, toutes mes félicitations à Michel pour l'excellence de son exposé, très agréable. Je voudrais revenir sur un petit point technique. M. Péan a rappelé tout à l'heure dans son exposé qu'une des caractéristiques, entre autres bien évidemment, de la profession libérale était de ne pas être inscrite au registre du commerce et des sociétés. Or, beaucoup de professions libérales et surtout beaucoup de vétérinaires exercent de plus en plus dans un cadre juridique de la société d'exercice libéral qui, sauf erreur de ma part, doit, elle, être inscrite au registre du commerce des sociétés. Alors certes, elles ont pour l'instant, dans d'autres pays seulement, des limitations en droit de détention du capital et de droit de vote, mais chez nos voisins, ce n'est pas le cas, vous le savez bien. Donc, qu'en est-il de cette ambiguïté qui va certainement prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir? Effectivement, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a quand même une particularité, spécificité qui tient à la nature même de la société d'exercice libéral. Bon, pour le moment, voilà, les textes sont comme ça, ils n'ont pas vocation à être modifiés. Il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées. Mais pour le moment, en tout cas, depuis en tout cas l'arrêt que j'ai évoqué tout à l'heure sur la biologie médicale, qui ne s'applique bien sûr qu'au secteur de la biologie médicale, je n'ai pas connaissance de modifications portant sur les salles elles-mêmes. Alors, il y a eu un certain nombre de modifications qui ont affecté la loi de 90,
et notamment celles qui résultent de la loi Macron, mais qui concernent pas le secteur de la santé, qui concernent le secteur des professions libérales réglementées, juridiques et judiciaires.